Nous sommes le 15 décembre 1925, près d'Anvers, en Belgique, et c'est là qu'est né quelqu'un qui aura su faire les bons choix tout au long de sa vie et qui encore aujourd'hui nous aura permis à nous de vivre de merveilleux moments dans certains parcs. Je parle là d'Eddie Meus. Bon, comme dit juste avant, Eddie Meus est né en 1925, il a vécu à Anvers situé en Belgique, il a eu une enfance tout à fait banale, enfant de change et de gestionnaire de fortune, il a vécu sa vie normalement jusqu'en 1975, alors âgé de 45 ans. Il décide de revenir en Belgique après une licence de téléski nautique, parce que oui, entre-temps il est parti travailler en République démocratique du Congo, bien évidemment, il comptait pas se tourner les pouces. Et même très loin de là, suite à sa licence, lui ce qu'il voulait, c'était ouvrir un centre de loisirs. Et pourquoi pas carrément, un parc d'attractions. C'est alors 5 ans plus tard, en 1975, qu'il ouvre enfin son premier parc d'attractions, et en Belgique, du nom de Walibi, qui provient des 2 lettres des 3 communes sur lesquelles le parc s'étale, Wavre pour Wa, Limal pour Li, et Bierg pour Bi, soit Walibi. Après ça, il aura fallu lui trouver une mascotte, et là non plus, ce n'a pas été très compliqué. Walibi, ça ressemble à Wallaby, qui se trouve être une sorte de kangourou, et voilà, c'est comme ça que la mascotte Walibi fut créée. Le parc fut très bien accueilli par le public lors des premières années, avec 47 000 visiteurs la première année, 250 000 l'année suivante, 450 000 la troisième et carrément atteindre le million en 1981. Bon, à son époque, c'était carrément le leader des parcs d'attractions en Belgique, et puis franchement, le parc était sympa. Il avait déjà un coaster de chez Vekoma, Tornado, c'était d'ailleurs le seul possédant 2 versions en Europe, et par la suite, vu le succès de Walibi, Eddie avait plus grand chose à prouver. Il avait réussi à faire ce qu'il voulait et tout marchait très bien. Sauf que cette année-là, en 1981, en même temps que le parc dépasse la barre du million, Avenirland, un petit parc français situé en Auvergne-Rhône-Alpes, j'habite d'ailleurs très proche de ce parc, propose à Eddie de participer aux directives du parc. Ce qui bien évidemment il accepte, et donc à partir de ce moment, il commence à intervenir lors des projets d'expansion du parc français. Et là, on tient quelque chose. On a là les prémices du groupe Walibi, ce qui engendre le changement de nom de son parc, Walibi, en Walibi Wavre. Pourquoi changer de nom? Eh bien parce que 4 ans plus tard, il rachète entièrement Avenirland et l'intègre dans l'univers Walibi en changeant également son nom pour Walibi Rhône-Alpes, le nom qu'on connaît aujourd'hui. Tout au long de la vidéo, vous verrez que les différents parcs du groupe ont constamment changé de nom. Sûrement à cause des multiples propriétaires, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Il a ensuite créé la filiale Gespark, ou Gespark, je sais pas trop comment on le prononce, qui s'occupait de produire et de distribuer les différents produits vendus au sein des parcs Walibi. La filiale rapporte beaucoup, avec 1 million d'euros en 1988. Alors je l'ai converti en euros parce que c'était plus 43 millions de francs belges, il me semble, mais en euros ça fait 1 million. Ce qui permet au groupe d'investir dans de nouveaux parcs, avec Mini Europe en 1989, un petit parc miniature en Belgique qui reconstitue plein de monuments européens, comme la Tour Eiffel, le Parthéon d'Athènes ou encore le Vésuve. L'année d'après, c'est Belloward qui se fait racheter. En revanche, les directeurs restent les mêmes, se trouvant être Florizon. 1991, encore une année marquée par un rachat, et cette fois-ci c'est Big Bang Schtroumpf, connu sous le nom de Walligator Sud-Ouest aujourd'hui, et qui a été à l'époque sous la licence Schtroumpf en fait. Le parc a été dans une misère financière telle qu'Eddie l'a racheté à seulement 10% du prix de construction qui s'était effectué seulement 2 ans plus tôt. Et d'ailleurs ce parc là a une histoire phénoménale, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Je compte sûrement pas en faire une vidéo parce que ça a été déjà fait par plusieurs personnes, comme EDB d'ailleurs sa vidéo est super. Donc je la mets en fiche si vous voulez, voilà. Enfin bref, à ce moment-là, il était déjà présent dans le game des parcs, tu vois. Il comptait parmi les plus gros groupes de loisirs au monde, en tombant 5ème au classement des groupes de loisirs les plus importants par rapport au nombre de visiteurs. Donc Walibi était 5ème avec 3,8 millions de visiteurs. Juste au-dessus, on avait Kings Entertainment Company avec 10 millions, Bush Entertainment Corporation et Six Flags à la même place avec 20 millions. Et évidemment, bon, Disney en premier avec carrément 41 millions de visiteurs sur l'année 1991. Mais quand même, Walibi arrive tout de même à se placer 5ème aux côtés des plus grands et ça, c'était clairement pas une mince affaire. Par la suite, pendant l'intersaison, un petit parc situé à Nice en France,
avec des ambitions comme souvent bien trop hautes, ferme malheureusement ses portes, tout comme Mirapolis d'ailleurs, un parc qui aura subi le même sort que le parc que je vous parle actuellement. EDB en a aussi fait une vidéo dessus, pareil, super la vidéo, je la mets en fiche, je vous conseille d'aller la voir. En revanche, pour Eddy par contre, cette fermeture de parc, c'était clairement une aubaine. Les différentes attractions qui se situaient dans ce parc ont dû être relocalisées, donc c'est-à-dire revendues, mais à des prix bien moins chers que sur le marché. Emmaüs en a bien profité. Il en a relocalisé quelques-unes dans ses parcs, comme le Boomerang Vekoma, modèle qu'on connaît très bien, qui s'est extrêmement bien vendu dans plein de parcs dans le monde en fait carrément. Coaster qui se trouve dans la majorité des parcs Walibi actuellement, comme Walibi Rhône-Alpes avec Generator, Walibi Holland ou encore Walibi Belgium. Il en profite également pour ouvrir un nouveau parc en France, Walibi Aquitaine, situé du coup en Aquitaine, pour y installer ce fameux boomerang. Un deuxième parc d'attractions fut racheté, aux Pays-Bas cette fois-ci, le premier rachat de parc qui ne se trouve pas en France, donc c'est Walibi Flevio, qui se trouve être Walibi Holland aujourd'hui, mais aussi également un parc aquatique, Océade en Belgique. Bon, j'ai rien trouvé de hyper intéressant sur Océade, franchement. Mais en tout cas, je vous le dis, le groupe Walibi avait un parc aquatique Océade. Les parcs coexistent très bien avec une bonne synergie, ce qui leur permet de faciliter la communication et la publicité, mais aussi de se revendre leurs attractions en fait entre eux, mais du coup avec un moindre coût. Comme par exemple le Grand 8 en fonction de 1975 à 1983 à Walibi Wavre, qui du coup se relocalise à Walibi Rhône-Alpes jusqu'en 1992 sous le nom de Le Grand 8. Et c'est marrant parce que du coup mes parents m'en avaient parlé, et du coup en écrivant cette vidéo ça me l'a rappelé, c'était marrant. Du coup c'était un coaster de chez Pininfarina, alors vraiment c'était un coaster assez basique qu'on peut trouver dans les foires par exemple. En plus des relocalisations de certaines attractions entre les parcs Walibi, il y a eu aussi de bons investissements sur les différents parcs, avec l'achat des Kiddie Coasters de chez Zero, donc les modèles Tivoli en large, qui ont été installés à Walibi Rhône-Alpes avec la coccinelle, mais aussi Walibi Aquitaine. Et en plus de ça, il y a eu aussi l'achat des fameuses Space Shot de chez SNS, qui ont été installées en 1998 à Walibi Flevio, Walibi Schtroumpf et Walibi Era encore. Grâce à tout ça, tous ces investissements dans les différents parcs, en 1995, Walibi est le deuxième groupe le plus influent en France derrière Disney. Et troisième en termes de fréquentation en Europe. Malgré tout ça, Eddy Emmaüs n'a pas toujours réussi. Comme tout le monde, il a eu des échecs, des projets abandonnés ou qui ont échoué. Comme le rachat de Zygopolis ou Mirapolis, mais aussi plein de petits projets de parcs dans le nord de l'Espagne par exemple, en Normandie, en Bretagne, en Loire-Atlantique, mais aussi en Île-de-France. Il y avait un projet de Walibi Île-de-France qui n'a du coup jamais vu le jour, pour des raisons que je n'ai pas trouvées par contre. Enfin bref, si on fait un point sur tous les parcs que le groupe possède à ce moment-là, on a du coup Walibi Wavre, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Schtroumpf, Walibi Aquitaine, Walibi Flevio, Belloward, Océade et Mini Europe. On a là du coup un très bon groupe avec pas mal de parcs et de très bons plus. Les années suivantes, le groupe a vu son nombre de visiteurs un peu baisser malheureusement. Une petite déception pour le groupe puisque jusque-là toutes les années étaient meilleures que la précédente en fait. Pour y remédier, Eddy donne les rênes à son fils sur la gestion de Walibi Wavre, sûrement pour se concentrer plus sur les différents parcs Walibi. D'ailleurs, Walibi Flevio, donc Walibi Holland aujourd'hui, a bien failli être vendu à cette période, causée par la déception de sa faible popularité. Donc à ce moment-là, le parc venait d'investir environ 20 millions d'euros, mais les objectifs de la direction du parc n'étaient pas du tout atteints, ce qui du coup n'a pas plu à Eddy Emmaüs. Au même moment, en novembre 1996, Eddy Emmaüs rencontre le directeur de premier parc, qui deviendra plus tard Six Flags. C'est un groupe américain basé sur le rachat de parcs pour la plupart en difficulté. Le directeur lui propose de racheter la totalité du groupe Walibi, ce que refuse catégoriquement Eddy. Il aura fallu attendre l'année suivante, après une année un petit peu meilleure que la précédente mais toujours pas suffisante selon Eddy, pour qu'il revienne sur sa décision et revende le groupe à la société Premier Parc, mais pas entièrement. Eddy rachète personnellement Océade et Mini Europe. C'est-à-dire qu'en fait, Eddy a vendu le groupe à Six Flags, mais a racheté personnellement pour lui-même Océade et Mini Europe. Du coup, Océade et Mini Europe n'appartient pas à Six Flags. Après de longs mois d'analyse de la part de Premier Parks, qui est d'ailleurs devenu Six Flags du coup à ce moment-là, il décide de faire sûrement la pire erreur possible en rebaptisant Walibi Flevio et Walibi Wavre en Six Flags Holland et Six Flags Belgium.
Parce que oui, le nom Walibi, et surtout en Belgique, était devenu commun aux alentours du parc. Tout le monde connaissait le parc comme étant Walibi et non Six Flags. C'était comme une forme de nostalgie et ça n'a clairement, mais alors clairement pas aidé les parcs à prospérer. En plus de ça, la licence Schtroumpf à Walibi Schtroumpf coûtait bien trop cher au parc, déjà qu'il était clairement pas rentable. Le groupe décide donc de se détacher de la licence et de renommer le parc Walibi Schtroumpf en Walibi Lorraine à cette même période. On passe tout de suite à 2004, c'est l'année de rachat par Star Park. Rien de très intéressant mis à part le changement de nom de Six Flags Belgium et Six Flags Holland, du coup en Walibi Belgium et Walibi World. On notera d'ailleurs que c'est la seule fois où Six Flags s'est exporté hors de l'Amérique et malheureusement ça n'a pas très bien marché pour eux. C'est vrai que les Américains et les Européens sont complètement différents au point de vue des parcs. En fait, les parcs européens sont plus axés sur l'expérience, tandis que les parcs américains sont plus des sortes de parking à coasters, où c'est pas rare de trouver des parcs avec une dizaine de gros coasters, en fait. Chose qu'on ne voit pas du tout en Europe. Revenons-en où nous en étions, la Compagnie des Alpes débarque enfin en rachetant Walibi en 2006. C'est la société qui détient encore les parcs à ce jour et là, ça devient bien plus intéressant. Bon, déjà la coutume, comme à chaque rachat, son lot de changements de nom. C'est Walibi Aquitaine et Walibi World qui deviennent Walibi Sud-Ouest et Walibi Holland, leur nom actuel du coup. Walibi Lorraine fait d'ailleurs plus partie du groupe puisque la licence Walibi se terminait en 2006. Il se renomme du coup Walligator Park et est vendu à Dauphin français. La Compagnie des Alpes a pour ambition de renouveler tous ses parcs Walibi. On voit alors un tout nouveau univers débarquer avec une nouvelle mascotte en 3D et son lot de personnages composant des groupes musicaux. Tout ça pour y intégrer leur univers musical. Pour ceux qui sont déjà allés dans un parc Walibi, en tout cas il y a quelques années, c'est sûrement cette ambiance-là, en tout cas cet univers-là que vous avez connu dans ces parcs. Et d'ailleurs c'est mon cas avec Walibi Rhône-Alpes. Mais malheureusement ça n'a pas du tout rencontré un grand succès, ça a même carrément flop en fait, à tel point que la mascotte a été retirée du logo Walibi en 2016. Mais pourtant en vrai moi, du haut de mes 12-13 ans quand j'y allais, je trouvais ça pas si mal que ça. Hein. Toutefois, suite à cet échec, ils ont décidé de faire de gros investissements sur certains parcs, comme Walibi Belgium à hauteur de 100 millions d'euros et Walibi Rhône-Alpes avec 30 millions. Grâce à ces investissements, on a par exemple vu Conda à Walibi Belgium ou encore Tiki Waka dans le même parc. On a aussi vu Mystic et Timber à Walibi Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on arrive à la fin de ces investissements et la majorité des zones ont été rénovées ou réinventées sur les deux parcs. Ce qui leur a clairement permis d'avoir un second souffle, surtout pour Walibi Rhône-Alpes. À l'heure actuelle, la Compagnie des Alpes détient Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgium, Walibi Holland, Belloward, mais par contre récemment, Walibi Sud-Ouest a été revendu au groupe Aspro et s'est renommé Walligator Sud-Ouest du coup. Donc il ne fait plus partie du groupe Walibi. On peut en conclure que la Compagnie des Alpes aura fait beaucoup de bien au groupe Walibi. Et c'est là-dessus que la vidéo se termine. J'ai essayé de résumer du mieux possible tout en restant divertissant. Merci à vous et à la prochaine.